L'ingénierie produit, donc la façon dont on a développé le produit, on a fait de vrais choix qui nous limitent aussi en termes de fonctionnalité, mais qui permet de garder l'humain dans la boucle. Et on a vu que c'était essentiel et que c'était important pour l'acceptation, pour l'adoption de la technologie, et puis surtout pour s'assurer que ce qu'on génère a de la valeur et est utilisé. Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes et variées de l'intelligence artificielle et de la data. Je suis Marc Sanselme, fondateur de Scopeo, agence d'intelligence artificielle qui accompagne toutes les entreprises à tirer le meilleur de cette technologie. Dans notre podcast Data Driven 101, je reçois chaque semaine des professionnels pour qu'ils nous partagent leurs expériences et leurs visions sans filtre. Aujourd'hui, je reçois Nejma Belkedim, CEO de Knowledge. Knowledge est une startup EdTech qui utilise l'IA pour la création de contenu pédagogique. Bonjour Nejma. Bonjour Marc. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de Knowledge, expliquer un petit peu plus qu'est-ce que vous faites? Alors, on fait quelque chose de très simple, c'est qu'on permet de transformer des contenus ou des ressources, par exemple ce podcast, en activité pédagogique. Donc, l'idée, c'est d'utiliser l'IA pour transformer des ressources et créer des activités pour apprendre. Ok. Alors, donc par exemple, ce podcast, comment est-ce qu'on pourrait le transformer si on le passe dans votre produit? Qu'est-ce que ça donne? Alors, pour le podcast, c'est génial parce qu'on a de la vidéo et du son. Ouais. Donc, on peut prendre la vidéo, la mettre dans Knowledge, et en fait, en l'espace de quelques minutes, on va rendre la vidéo interactive. Donc, on va pouvoir ajouter des questions. On pourra détecter des concepts clés qu'on va venir définir, des quiz, des flashcards, on va faire des mots fléchés, des mots croisés. Donc, une quinzaine d'activités à partir d'une vidéo. Ok, donc par exemple, on va dire un cas d'usage un peu plus, on va dire probable, quelqu'un a un tutoriel de prise en main d'un logiciel ou voilà, on va dire une vidéo éducative. Là, j'ai pris un cas d'usage orienté à l'entreprise. Automatiquement, il s'agit de détecter des endroits où on peut faire des sortes de quiz sur ce qui vient de précéder pour vérifier si les gens ont compris. C'est un peu l'idée. C'est exactement ça. L'idée, c'est de se dire qu'en fait, on a du contenu qui existe déjà, il y a une expertise, il faut venir capturer cette expertise et la rendre la plus engageante et la plus intelligible possible. Et on passe par ces activités qui ont été validées par les sciences cognitives, qui sont efficaces. Et c'est à partir de justement ce contenu. Et en entreprise, par exemple, on a le cas pour le onboarding ou pour mettre les employés au même niveau sur des sujets clés, notamment l'IA, sur l'intelligence artificielle. Et donc, c'est vraiment cette accélération dans la conception pédagogique qui va permettre de former au bon moment et au moment où on en a vraiment besoin. Ouais. C'est l'idée, quoi. Alors, tu as dit qu'ils ont été validés par les sciences cognitives. Ça m'intéresse énormément. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des recherches, des travaux qui ont et surtout de qu'est-ce qui est efficace pour l'apprentissage finalement, qu'est-ce qui a été validé justement? Alors, pour l'apprentissage, donc il y a énormément de recherches. Donc, en sciences cognitives, quand on parle de sciences cognitives, en fait, il y a plein de sous-disciplines. Il y a la linguistique, il y a aussi l'intelligence artificielle, il y a la psychologie cognitive, psychologie positive. Globalement, ce qu'on nous dit, c'est qu'un organisme qui est passif, c'est un organisme qui n'apprend pas. Donc, pour apprendre, il faut que je sois engagé cognitivement. Donc, il faut que je sois dans une activité génératrice mentale qui va permettre de venir émettre des hypothèses, venir les valider ou les invalider. C'est ce qui va me permettre, en fait, d'apprendre. Globalement, c'est ce qu'a nous dit la recherche. C'est assez simple. Donc, il faut se tester. Plus tu te testes, mieux tu apprends. Ok. Bon, très, très clair, assez logique en même temps. Ouais, la passivité. Je m'inquiète pour mon podcast, du coup, parce que les gens apprennent pas grand-chose en écoutant, mais non, en tout cas, très clair. Alors, quel est à la base le constat sur le besoin que vous avez identifié? Le besoin qu'on a identifié, c'est un besoin qui est remonté notamment des enseignants dans l'éducation nationale, mais pas que, qu'on retrouve aussi en entreprise. C'est de pouvoir former ou amener une connaissance à un moment donné de façon engagée et surtout adaptée au niveau de connaissance de la personne qu'on a en face de nous.
On parle beaucoup d'adaptive learning. Pour l'instant, la partie adaptive, elle est vachement laissée entre les mains de l'IA, donc on va de façon automatique. Et là, ce qu'on choisit de faire, c'est plutôt de se dire, c'est l'expert lui-même avec le contenu qui va venir guider l'analyse de l'IA et générer des activités qui vont répondre aux besoins. Donc, on parle d'automatisation. Le gain de temps est énorme, hein. Pour une activité, on fait ce qui peut être généré en 12 heures va être généré en 5 minutes. Et surtout, tu as la main sur tout ce qui a été généré. Donc, tu peux absolument tout modifier. Donc, si l'IA génère quelque chose qui est faux, bien qu'on lui demande bien de se focaliser sur le contenu mis en entrée, tu vas toujours pouvoir ajuster les concepts clés qui sont détectés. Tu as évoqué data-driven, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple ? Eh bien, une définition qui va être générée, et toi, tu vas pouvoir donner ta propre définition et corriger ce qu'a généré l'IA. D'accord. Donc, votre produit, si on revient vraiment sur la description, c'est l'input, c'est de la vidéo ou ça peut être autre chose ? Ça peut être un PDF, ça peut être du aussi. texte. En fait, ça repose sur le Natural Language Processing. Donc, in fine, il nous faut du texte. Okay. Et puis, quand c'est de la vidéo, on fait ce speech-to-text de façon automatique. Ouais. Quand c'est de l'audio aussi, ou du podcast. Et donc, c'est n'importe quel texte et on peut partir de plusieurs sources. Donc, je peux partir de ton podcast, plus une vidéo sur le cerveau, sur YouTube. Et puis, il y a un PDF sur l'impact de l'IA dans l'apprentissage, par exemple. Mettre tous ces contenus, puis générer les activités. D'accord. Donc, on part de voilà, du contenu. L'IA va identifier des moments clés. C'est ça. Et là, tu dis qu'il y a un enjeu aussi dans votre produit qui est dans l'interface utilisateur pour permettre quand même à ce que l'IA qui est imparfaite soit corrigée autant que nécessaire par l'utilisateur. Complètement. Et donc, on garde l'humain dans la boucle et l'utilisateur a toujours la possibilité de modifier, d'ajuster, de paramétrer, et ça de façon illimitée. Donc, je peux le faire autant de fois que je le souhaite. Et ça a contribué quand même à avoir une acceptation qui est très forte. Quand je parle d'acceptation et d'adoption, en l'espace de 30 minutes, un enseignant qui est même en fin de carrière, qui n'a jamais utilisé d'IA générative, qui est capable de sélectionner un contenu, de l'analyser, de générer des activités, de corriger les activités et de les partager à ses élèves. Et ça, il peut le faire en 30 minutes. Ok. Alors donc, effectivement, sur le côté usage, j'avais parlé d'entreprise, mais... Oui. Parlons un peu d'école. C'est quoi le champ des cas d'usage, si on doit essayer d'être exhaustif là-dessus? C'est quoi les applications qu'on peut cibler avec votre outil? Oui. Alors, on a un produit qui est très vertical et qui est très horizontal en ce qui concerne les segments de marché. Donc, l'outil peut être utilisé au niveau de l'éducation comme dans le milieu de l'entreprise. Au niveau des cas d'usage, donc on a la classe inversée, on a la préformation. En entreprise, on a le onboarding. En classe, on a des enseignants, par exemple, qui vont générer des activités, donc générer des quiz et les partager en classe et répondre aux questions avec les élèves, par exemple. Pour les flashcards, ils vont mettre en place des groupes, des ateliers entre pairs, et en fait, ils vont s'amuser à se poser des questions avec les flashcards qu'on a générés. Flashcards, pardon, excuse-moi. C'est les cartes mémo. C'est le truc hyper simple. On a tous eu ça. T'as déjà fait des cartes, si t'as été un élève studieux, j'en sais rien, mais des petites cartes où tu notes la question et la réponse est derrière la carte. Okay. Et c'est des petites fichiers. En fait, tu lis la question, tu génères la réponse, c'est ce qu'on disait plus tôt. Tu génères la réponse mentalement, et ensuite tu retournes la carte et tu lis la réponse. Si elle est bonne, tu viens consolider la connaissance. Si tu as donné une mauvaise réponse, c'est génial, tu mets à jour. Ok. Tu parles de classe inversée. Ouais. Donc là, est-ce que tu peux expliciter un peu ce concept ? La classe inversée, c'est dans l'idée de la classe inversée, le temps qu'on passe en classe est important. Et c'est un temps qui est utile pour avoir des interactions en direct avec l'enseignant. On veut sortir de cette configuration très amphithéâtre. Je suis l'enseignant, je suis sachant, je transmets l'information, les élèves sont en position passive, où j'écoute et je prends des notes. Et donc, la classe inversée, on donne les informations, on donne les contenus en amont de la classe. Et quand j'arrive en classe, j'ai lu mon cours, j'ai fait des exercices, et j'arrive, je maîtrise certaines notions, et je vais pouvoir travailler de façon beaucoup plus engageante avec l'enseignant, mais aussi avec les élèves, donc des travaux de groupe, etc. Donc, classe inversée, on inverse un peu on n'inverse pas les rôles, mais on inverse la configuration. La classe n'est plus un lieu passif
où je reçois de l'information seulement. C'est un lieu où je vais recevoir de l'information, mais aussi la manipuler, la transposer. D'accord. Alors, dans ce genre de situation, là, vous intervenez avant, plutôt sur la partie on a eu le contenu. C'est ça. OK. On intervient en amont, mais on génère aussi, par exemple, des cas d'usage. Donc, ces cas d'usage, l'enseignant va pouvoir les proposer en classe, former des groupes et demander aux élèves de transposer les connaissances qu'ils ont acquises à la maison. OK, très clair. Alors, comment ça a démarré cette start-up ? Alors, j'ai rencontré Philippe Descotigny, qui est mon cofondateur, qui a un profil de très tech, CTO. Et je l'ai rencontré au Learning Tech, un salon à Paris, il y a 4 ans. Et à l'époque, je recherchais un outil pour permettre de transformer et de générer de façon automatique des questions, notamment des quiz. Et à l'époque, c'était assez innovant. Il avait déjà développé un prototype, donc une espèce d'extension Google Chrome, qui permettait de transformer des textes en questions. Et donc, en l'espace de quelques minutes, il me présente ça. Et à l'époque, je faisais ma thèse, que j'ai arrêtée. Et l'idée était d'évaluer l'impact de l'IA dans les activités, dans l'engagement cognitif, et comment l'IA pouvait accompagner et aider à l'acquisition des connaissances. Et donc, l'enjeu, c'était de créer un pont entre les sciences cognitives et l'IA, et de pouvoir proposer une solution qui prend le meilleur de l'IA, puis le meilleur des sciences cognitives, et amener une solution qui apporte de la valeur. Et on s'est rencontrés au Learning Tech, et on a commencé à travailler ensemble, et on a cofondé Knowledge, qui a donc vu le jour avant ChatGPT, et on a développé nos propres modèles pour ensuite se plugger sur les larges language models qu'on connaît bien. Qu'est-ce que l'IA générative a changé du coup pour vous ? Nous, ça nous a permis de décoller. Parce qu'à l'époque, on essayait d'entraîner nos propres modèles. Moi, je n'ai pas un background tech. On avait 2 data scientists qui travaillaient à partir de modèles open source et qui les entraînaient. La réalité, c'est qu'on n'arrivait pas au niveau de performance et de qualité qu'on peut retrouver aujourd'hui avec ces IA génératives. Ouais. Et donc, nous, ça nous a complètement débloqués. Là où on était first mover, on était les premiers sur le marché, mais la qualité n'était pas au rendez-vous. Et bien, avec ces grands modèles, là, tu as un produit qui fonctionne et que tu peux vendre. Oui. Et comment vous avez démarré en termes de... Quelle était la mise de départ, comme j'aime bien l'appeler, en termes de données, pour commencer à travailler sur des algorithmes ? C'était principalement des modèles open source, en anglais. Pas forcément, on n'était pas sur le français, donc c'était vraiment en langue anglaise. Mm-hmm. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à développer, en tout cas à entraîner. Sachant que comme on a toujours ce contenu source, globalement, l'analyse repose sur cette source qu'on intègre. Donc, la data n'a pas trop été un enjeu pour nous au départ. Le sujet, c'était principalement quel service on propose et quel produit on développe au-dessus des modèles. Oui, mais par exemple, sur la partie supervision de la donnée, c'est-à-dire les cartes, les questions qu'on pose au fur et à mesure, ouais. Ça, vous n'aviez pas des jeux de données avec la bonne réponse, entre guillemets ? Non. Et donc, à partir de quoi vous avez construit les premiers, en fait En fait, on a aujourd'hui, quand on génère des questions, l'IA va prendre le contenu, lire le contenu et à partir de là, générer les questions. Mm-hmm. Ça, c'est ce qu'on fait. Ouais. À l'époque, c'était la même chose, sauf que la base, c'était pas les modèles, par exemple, GPT-3, si on part de OpenAI, c'était des modèles open source que les data scientists avaient sélectionnés et qui permettaient de générer ces activités. On s'est rapidement rendu compte que la qualité n'était pas là. Et ça a eu un impact aussi dans la façon dont on a développé le produit, parce qu'au départ, on avait une application mobile en B2C où on ne pouvait pas modifier. Donc, à partir d'un article, automatiquement, on générait des questions et ensuite, on pouvait lire. Voilà, on ne pouvait pas corriger et puis c'était en B2C. Et c'est justement parce qu'on s'est rendu compte que la qualité n'était pas au rendez-vous qu'on est passé sur un outil auteur avec des étapes où on va pouvoir éditer, corriger et dans un modèle aussi plutôt B2B. Parce que se dire que l'IA va pouvoir générer la question et la bonne réponse, en fait, à l'époque, en tous les cas, ce n'était pas du tout possible.
Comment est-ce que vous avez découpé le problème en sous-problèmes? Comment est-ce que vous structurez votre résolution de problèmes Alors ça, c'est une excellente question. Généralement, en réalité, on a beaucoup découpé les problèmes à mesure qu'ils se manifestaient. Et il n'y avait pas réellement de vraie stratégie de découpage de problèmes, bien que, même si en réalité, on a quand même décomplexifié et réglé pas mal de choses. Mais je dirais que la meilleure façon, en tous les cas, qu'on a eu de pouvoir détecter les problèmes et les régler assez rapidement, c'est de pouvoir être dans l'action et tout de suite tester en fait la solution directement avec le marché. Et donc très tôt, on a mis en place des proof of concept. On a testé la solution auprès des entreprises, auprès des enseignants, et c'est comme ça qu'on a pu découper ces problèmes, notamment typiquement pour pouvoir pivoter de B2C à B2B. Il a quand même fallu en fait vraiment se confronter au marché. Alors sur le sujet de l'acceptation de l'IA, d'un point de vue déjà peut-être général, comment est-ce que tu dirais qu'on fait accepter l'IA auprès des utilisateurs? Qu'est-ce qui est important? Alors, quand on parle d'acceptation de la technologie, il y a plusieurs facteurs qui sont importants. Tu en as deux qui sont extrêmement importants. Donc, tu as la facilité d'utilisation, mais tu as aussi l'utilité perçue. Et ce qu'on voit, nous, aujourd'hui, c'est que quand l'utilité, la valeur et l'avantage d'une technologie est identifié et ressenti, c'est là qu'on retrouve des intentions d'usage et des attitudes envers la technologie positives et une acceptation beaucoup plus importante. Ouais. Donc finalement, on revient en fait à la valeur. Qu'est-ce que ça apporte concrètement ? Très bien, c'est de l'IA, très bien, on automatise, très bien, je gagne du temps, mais est-ce que ça m'apporte véritablement de la valeur ? Et quand l'utilité est là, on voit que l'acceptation est bien plus importante. Dans le cadre des enseignants en particulier, quel retour est-ce que tu as sur la pénétration de ces outils, sur les essais que vous avez pu faire, sur l'adoption actuelle que vous avez? Si tu peux nous parler un petit peu de ça. Alors peut-être que je suis très biaisée parce que forcément c'est les retours de nos utilisateurs et l'acceptation de notre côté a été extrêmement bonne. Elle a été extrêmement bonne pour plusieurs raisons, parce qu'on donne le contrôle total à l'enseignant. Et surtout, on lui offre un espace qui lui appartient. Il n'est pas otage de l'IA. C'est pas l'IA qui décide pour lui. C'est lui qui va décider quel contenu il souhaite mettre, quel type de cadrage pédagogique il souhaite donner à l'IA. Et aussi, il peut absolument tout modifier. Et cet équilibre entre j'accorde de l'autonomie aussi à l'IA qui va m'aider qui va automatiser et m'aider à la génération, accélérer la génération. Mais j'ai quand même le contrôle, je peux modifier, j'ai l'espace d'agir et je suis acteur de ce que je suis en train de produire. Cet environnement-là, cet écosystème numérique qu'on a créé pour l'enseignant, lui permet d'accepter et d'adopter la technologie. Donc finalement, ça se joue à un workflow utilisateur et sur quelques facteurs qui vont permettre cette acceptation. La même solution, on enlève la capacité de modifier. On enlève la capacité de modifier de façon limitée, de cadrer, de guider l'IA. Tout de suite, on voit qu'en fait, on a moins d'acceptation. Il y a un autre élément, donc c'est la facilité d'utilisation. Avec Knowledge, c'est très simple. Tu as un bouton. Tu n'en as pas 5, tu n'en as pas 10. Les options, elles sont multiples, mais on a choisi d'avoir un workflow qui peut paraître très contraignant, mais c'est un bouton, créer un module, et j'y vais. Et c'est drôle parce que j'ai des enseignants qui sont venus me voir en me disant « Non mais Nejma, j'aimerais bien pouvoir indiquer ça à l'IA, je vais pouvoir indiquer le temps de la formation, etc. » Et en fin de compte, ils reviennent nous voir ensuite 3 mois plus tard en nous disant « En fait, gardez un bouton, s'il vous plaît. N'en faites pas trop. Parce que sinon, ça devient trop compliqué. Je ne veux pas que ce soit compliqué, je veux que ça reste simple. » C'est un peu comme, tu vois, là, tu as un Mac. Au niveau des branchements, sur les Mac, ils n'offrent pas forcément toutes les possibilités. Il y a des contraintes, et ces contraintes-là, ça ne nous empêche pas d'utiliser la technologie. Bon, sur les Mac, il y a l'utilité, il y a l'expérience utilisateur qui est excellente, mais tu as aussi la dimension sociale qui a un impact aussi sur l'acceptation et l'adoption de ce type de technologie. Et toutes ces choses-là, on le voit, nous, en tous les cas, avec les enseignants,
en France. Ouais, c'est toujours compliqué de courir après les demandes des utilisateurs, surtout dans des outils un peu nouveaux, un peu innovants. Ouais. Et alors, du coup, comment est-ce que vous satisfaisez ces demandes d'une autre façon? Est-ce que tu nous as quand même dit on va lui donner la possibilité de donner un cadrage pédagogique. Ouais. Donc, il y a bien une marge d'action. Complètement. Alors, ce qu'on permet, c'est on a choisi de sélectionner de donner des possibilités de cadrage, c'est le cadrage nécessaire, obligatoire. Donc, par exemple, les objectifs pédagogiques. Il y a des questions d'inclusivité. Donc, pour l'inclusion, on a mis en place un système une option qui permet en fait de simplifier le langage. Donc, par exemple, là, on discute toi et moi. Si le niveau de langage est trop complexe, tout le monde ne va pas pouvoir nous comprendre. Donc, on a ajouté une option qui permet de simplifier le niveau de langage utilisé et le niveau de difficulté. Donc, quel type d'activité je souhaite. Donc, on a ajouté ces options-là. Même dans la façon dont on a ajouté les options, pour être honnête avec toi, j'ai téléchargé plusieurs applications. J'ai téléchargé Bumble, donc j'ai téléchargé des applications de rencontres. Et je me suis dit, bon, je vais voir un petit peu comment, parce qu'il y a toujours des options. Tu racontes pas tout, mais tu en racontes quand même pas mal. Et il faut laisser le choix. Et donc, on a un petit peu observé comment ces applis étaient faites. Et c'est quelque chose dont on s'est inspiré un petit peu de ces applications de rencontres, en se disant, on offre des options, mais même dans le design, la façon dont on va présenter les options, on ne force pas l'ajout de ces options. C'est vraiment optionnel. Et donc, c'est un peu le même système que les applis de rencontre. Donc, quand je sélectionne une option, je la sélectionne, je ne vois que ça. Je fais mon choix, je referme. C'est des petits détails, mais qui vont permettre vraiment de faciliter et d'avoir une belle acceptation de ces enseignants. Ok. Pour bien comprendre les enseignants dont on parle, aujourd'hui, vous êtes implanté comment? Ou les POC, etc., qui vous ont amené jusqu'à aujourd'hui, vous avez... on va dire toucher quel genre de On a des enseignants. Donc déjà, on est dans le SCO et le SUP. Donc dans le SCO, avec la région Île-de-France, on a le Quai-Indil qui nous a une expérimentation donc, sur tous les lycées de la région. Donc on a les enseignants de tous les lycées de la région Île-de-France qui ont accès à Knowledge. Et ensuite, on a déployé d'autres expérimentations un petit peu partout, en fait, sur tout le territoire français. Donc en Bretagne, en région Grand Est, dans le Sud, Occitanie, on a l'Isère. Et c'est tous les enseignants donc, du lycée. On a des enseignants du collège aussi qui utilisent la solution. On a les formateurs des enseignants, donc ceux qui forment les enseignants qui utilisent la solution. Et ensuite, dans l'enseignement supérieur, donc les concepteurs pédagogiques et les enseignants-chercheurs aussi, qui commencent à s'approprier la technologie, même si ce n'est pas évident parce que les enseignants-chercheurs, ce qui les intéresse, c'est la recherche. Mais la dimension pédagogique, elle est de plus en plus importante et donc eux aussi s'emparent de la solution. Et au niveau des disciplines, on a un petit peu de tout. Il n'y a pas vraiment de limite à ce niveau-là. Ok, donc l'idée, c'est que la région met à disposition des enseignants Knowledge en disant libre à vous de l'utiliser ou non. Exactement. C'est ça, d'accord. Okay. Absolument. Et ça vous donne quel nombre d'enseignants qui l'utilisent à l'heure actuelle? Aujourd'hui, on compte 170 000 enseignants qui utilisent la solution. Et par exemple, au niveau de la région, il a quand même fallu qu'on mette en place des webinaires, qu'on se déplace. Donc nous, on s'est déplacé dans les classes. À chaque fois, on se déplace. Et on fait des présentations et surtout, on fait une séance de onboarding. Oui. Et c'est pendant cette séance d'onboarding qu'ils ont leur premier contact avec la solution. Et ensuite, ils font passer le mot. Les enseignants, quand ils acceptent et qu'ils aiment une technologie, finalement, ça va assez vite. Donc, généralement, quand on fait une présentation, si j'ai 100 personnes dans la salle, quand je rentre le soir, je regarde les inscriptions, il y a plus de 100 personnes qui se sont inscrites. Donc, les personnes qui étaient présentes, plus des collègues qui étaient ailleurs, et parfois des demandes aussi des enseignants du collège. Alors, comment est-ce que vous avez évalué, quel impact vous avez évalué sur ceux qui l'utilisent par rapport à ceux qui ne l'utilisent pas? Est-ce que vous avez fait des mesures à ce niveau-là qui seraient intéressantes de partager? Alors, on a plusieurs mesures. On a mesuré le temps que ça permettait d'économiser. Donc ça, on a vu qu'en moyenne, 12 heures par semaine pour les enseignants, pour un usage modéré de la solution. Ensuite, on a mesuré le Product Market Fit, donc le Chanelly Score. Et là, on a un score qui est excellent. Il me semble qu'on est à 67. Et donc, globalement, ce score-là, c'est quoi? C'est une question. Si Knowledge n'existait plus, est-ce que vous seriez déçu, pas déçu ou extrêmement déçu?
Et donc, à 67, au niveau du score, on estime effectivement que c'est une solution où il y a un product market fit, il y a une demande du marché. Donc ça, c'est une mesure qu'on a prise. Et puis, globalement, on récolte pas mal de données sur quel est l'impact au niveau des apprenants. Est-ce que les élèves sont contents ? Et puis, de leur côté, pour quel usage ils utilisent la solution. Et là, on retrouve beaucoup la classe inversée. On retrouve l'auto-évaluation pour les élèves et la différenciation pédagogique, qui est un gros sujet aujourd'hui, parce qu'on a des classes qui sont hétérogènes. Il faut savoir comment est-ce que je propose un contenu adapté à chaque élève dans la classe, sans pour autant ralentir ou me surcharger, parce que c'est quand même un enjeu pour les enseignants aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça qu'on a développé la solution et qu'on est parti sur ce marché de l'éducation, qui n'est pas un marché facile, mais on a beaucoup d'enseignants qui sont en fait en surcharge. On leur demande d'en faire toujours plus. Et ils n'ont pas forcément les ressources qui vont leur permettre de gagner du temps, de se concentrer sur quelque chose, sur l'essentiel, notamment la relation qu'ils peuvent avoir avec leurs élèves. Et donc, avec Knowledge, c'est aussi l'ambition qu'on a, c'est de pouvoir décharger ces enseignants et leur donner un outil pour les soulager et les soutenir dans leur pratique. Et puis surtout, en fait, ce qu'on génère, globalement, ça permet de se plugger à leur écosystème numérique. Donc, tout ce qui est généré de façon automatique est complètement compatible avec la plateforme qu'ils utilisent, mais on permet aussi d'imprimer les activités. Donc, l'exemple que je te donnais des flashcards, en tant qu'enseignant, je peux imprimer ces flashcards et ensuite les partager en classe. Donc, on n'est pas non plus sur du numérique à tout prix. C'est pas du tout le sujet. C'est vraiment comment on soutient l'enseignant, comment on permet à l'enseignant aussi d'être je ne sais pas pourquoi j'ai le mot en anglais qui me vient, mais tu sais, bold, audacieux, et qu'il ait aussi l'opportunité d'utiliser de l'IA générative en confiance et ensuite de pouvoir le partager à sa classe. Donc ça, c'était un point extrêmement important pour nous aussi. Ok. J'étais en train de me demander, est-ce que ça existait avant l'IA générative, ce genre de service manuel, entre guillemets, quelqu'un qui vient prendre du contenu et proposer puisque comme tu dis, ça pioche à la base dans des connaissances sur la méthode éducative, etc., qui sont décorrélées de l'IA. Est-ce que des gens faisaient ça? Est-ce que c'est un service qui existait? Complètement. C'est comme ça aussi qu'on s'est rendu compte du besoin. Aujourd'hui, en entreprise, quand tu veux former, tu as besoin de ce qu'on appelle un SMI, qui est le Subject Matter Expert. Et tu as besoin aussi d'une équipe pédagogique, donc un ingénieur pédagogique, un concepteur pédagogique. Et toute cette équipe pédagogique a pour travail de capturer la connaissance de l'expert, dont le temps est précieux et coûteux, pour ensuite transposer ça en termes et transformer ça en cours et en activités pédagogiques. Et ensuite, il y a des allers-retours entre l'expert et les équipes pédagogiques pour pouvoir proposer un contenu, un résultat final, une formation en ligne qui fait sens. C'est très répandu dans les entreprises, même quand il y a des équipes pédagogiques. Ces boîtes-là, elles vont même en fait outsourcer et demander, en fait, faire appel à des consultants pour ça. Et donc là encore, l'objectif par exemple de Knowledge, c'est pas de devenir un outil qui permet de créer de la formation du début à la fin. Non. C'est pour un besoin spécifique. Quand tu as besoin d'accélérer la conception, de faire quelque chose qui fonctionne, qui est efficace rapidement et de le déployer at scale, Knowledge, c'est parfait. Mais on ne te fera pas la formation super sexy avec la réalité virtuelle du début à la fin. Très clair. Une autre question que je me suis posée pendant que tu répondais à la question précédente, c'est le contenu que tu écris et qui est corrigé par l'enseignant qui est la main, in fine, etc. Cette information de ce qui a été proposé et la correction de l'enseignant, est-ce que c'est une donnée qui est utile pour vous et qui est utilisée par vous pour améliorer votre outil? Alors, elle est extrêmement utile. Aujourd'hui, on ne l'utilise pas. On ne collecte pas ces informations-là. Et comme on travaille avec l'éducation nationale et qu'on a commencé par l'éducation nationale, il faut savoir qu'en termes de tracking de data, c'est extrêmement limité. Et il faut qu'on puisse s'intégrer dans un espèce de catalogue qui s'appelle le GAR. Et c'est un peu la boîte de ressources des enseignants. Et pour pouvoir être intégré dans cette boîte-là, il faut être très respectueux en fait des datas. Néanmoins, j'adorerais avoir ces informations-là et je pense qu'à l'avenir, on va l'intégrer, pas forcément pour les enseignants,
mais pour d'autres partenaires avec lesquels on va travailler, collecter ces éléments-là parce que ça nous permet tout simplement d'évaluer, par exemple, de monitorer la qualité de ce qui est généré par l'IA. Oui. Aujourd'hui, on le fait manuellement. Donc aujourd'hui, j'ai un ingénieur pédagogique qui, tous les mois, parce que ça fluctue en fait, hein, les performances côté IA, même s'ils nous disent qu'ils ne changent rien, on voit bien qu'il y a des choses qui changent. Et il faut pouvoir, tout le temps, tous les mois, vérifier que la qualité est bien là, quoi, au rendez-vous. Oui, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous n'avez même pas l'information de est-ce que ça a été modifié ou non. Vous n'avez pas le droit non plus de collecter ça. On voit qu'il y a une modification, parce que je peux voir exactement, à partir d'un contenu, je peux voir combien de fois ça a été généré. Ensuite, on parle beaucoup avec nos utilisateurs, ils nous transmettent beaucoup d'informations, on mène des enquêtes, énormément. Par contre, de la data objective, exactement qu'est-ce qui a été modifié. Qu'est-ce qui a été modifié et qu'est-ce qui a été mis à la fin, ça, vous ne l'avez pas. Ça, je ne l'ai pas. J'adorerais, mais je ne l'ai pas. Pour l'instant, on ne l'a pas, mais c'est une information qui est extrêmement importante. Ok. Alors, vous êtes dans le domaine de l'enseignement, c'est un domaine qui est très compressé, on va dire, au niveau des budgets. Comment est-ce qu'on fait du business dans l'enseignement ? Quel est votre business model, votre go-to-market ? Quelle est la stratégie que vous avez opérée pour monétiser cet outil que vous avez mis en place ? Alors, la particularité de Knowledge, c'est qu'effectivement, on travaille dans l'enseignement, mais pas que. Donc, on a, comme je te l'ai dit, on a un outil qui est vertical, mais au niveau du marché, c'est très horizontal. Et là où on fait beaucoup de business, c'est aussi au niveau des organismes de formation et des entreprises. Pour l'enseignement, les poches peuvent être profondes, mais c'est surtout limité dans le temps. Donc, ça marche beaucoup par appel à projet, par subvention. Il y a pas mal d'actions, en fait, pour financer. La difficulté, c'est que ces actions-là, elles sont pas réellement elles sont pas au niveau, on n'est pas sur le bon rythme par rapport à une solution comme la nôtre ou à un marché qui est en mutation technologique constante et les choses avancent extrêmement vite. Et donc, il faut pouvoir vendre vite, investir assez rapidement et pour pouvoir grandir. Et donc, pour l'éducation nationale, on a un modèle B2B. Donc, nous, on ne fait pas payer les enseignants. C'est les académies ou les régions ou les collectivités territoriales qui vont financer la solution. Et on a un business model par utilisateur, donc par siège. Et c'est comme ça qu'on vend Knowledge. Ça fait 1 an qu'on est sur le marché de l'éducation nationale. So far, so good. On a eu beaucoup de chance et on est venu nous chercher aussi. Donc nous, on avait une solution en anglais. On nous a demandé de la développer pour le marché français. Donc déjà, quand on vient nous chercher, c'est différent. Et puis surtout, on a eu un accueil incroyable en fait des représentants des académies qui ont aussi permis de faciliter cette acceptation, cette adoption, mais aussi les commandes. Donc on a toutes les expérimentations qu'on a faites, on les a fait financer. Ça, c'est une première chose. Et puis maintenant, il faut convertir. Mais nous, c'est le marché de l'éducation, ça correspond à notre ADN, à l'impact qu'on veut amener aussi sur le marché. Mais c'est clair que pour avoir une entreprise qui grandit à toute vitesse et qui scale réellement, c'est pas un marché, c'est pas un segment de marché qui permet vraiment de grandir très très vite, quoi. Et vous êtes à l'export aussi, vous avez une grosse activité en dehors de France. Oui. Quel marché? Pourquoi ces marchés? Alors, on a commencé, comme les modèles fonctionnaient en langue anglaise, on a commencé par le marché anglo-saxon. Oui. Donc Angleterre et États-Unis. On a même on a une équipe aux États-Unis. Et on a travaillé 2 ans avec les États-Unis sur ce marché-là. Le marché maintenant, plus largement, on a aussi la région LATAM, parce qu'on a des investisseurs qui viennent du Brésil. Et il y a une opportunité dans cette partie du globe qui est assez exceptionnelle. Et donc, on va aller capturer cette valeur-là. Et puis en Europe, parce que ça, je n'en ai pas parlé, mais en fait, on a développé Knowledge, mais on a des intégrations sur des plateformes qui sont des mastodontes, en fait, des plateformes qui existent sur le marché depuis des années, qui se doivent aujourd'hui d'intégrer de l'IA générative. Et en fait, on se plug directement, on a des plugins et on se plug dans ces plateformes, ce qui nous permet de pénétrer le marché à l'international. D'accord. Donc en Europe, mais aussi aux États-Unis, même en Australie d'ailleurs. D'accord. De quelle plateforme on parle, par exemple ? Moodle. Moodle, c'est la plus connue. C'est une plateforme open source qui a été développée il y a des années, qui est largement utilisée en France, qui est d'ailleurs utilisée par l'éducation nationale. Il y a la plateforme qui s'appelle ELEA,
et c'est la plateforme Moodle, et qui va être déployée encore plus massivement sur tout le territoire. Et c'est pareil en Espagne, région LATAM, aux États-Unis. Tu as cette plateforme qui est utilisée largement parce qu'elle est open source. Et donc, on a développé un plugin Moodle. D'accord. Et pour les entreprises, vous les pricez comment? Est-ce que c'est le même business model? Est-ce qu'il y a une approche différente? Non, pour les entreprises, on a un business model qui est complètement différent. Et puis surtout, on a un ticket d'entrée. On a fait une belle levée qui nous a permis de consolider l'équipe, mais il faut que tu choisisses, il faut que tu aies un focus. Donc, on a choisi de faire un focus sur le marché de l'éducation. C'est ce qu'on a fait pendant 1 an. On ouvre un peu les chakras et les wagons et on s'ouvre au marché du corporate. Mais quand on travaille avec une entreprise, on choisit l'entreprise avec laquelle on travaille. On identifie un cas d'usage qui, pour nous, est pertinent et pour l'entreprise aussi. Et ensuite, il y a un ticket d'entrée pour faire l'expérimentation. Pour l'instant, c'est comme ça qu'on travaille avec les entreprises. Okay. C'est pas encore le SaaS où on crée un compte, on inscrit la carte bleue et on l'utilise 10 minutes après. Ah, non. Pour l'instant, j'attends, pour le coup, on attend en fait de trouver aussi le bon pricing. Là, on va sortir une nouvelle version du produit qui apporte largement plus de valeur. Pour l'instant, le produit qu'on a en fait sur le marché, c'était quand même la première version du produit qui est un MVP+++. Et donc là, on déploie la seconde version. Et on veut vraiment en fait co-construire avec nos partenaires dans le corporate notamment, avant de lancer des paiements, des un self-serve product où on va pouvoir prendre une licence comme ça en quelques minutes. J'espère que d'ici 1 an, on sera capable de le faire. Mais c'est vrai que ça demande de tester vraiment concrètement. Tant que ça grince pas des dents au niveau du pricing, je peux pas l'automatiser, quoi. Oui, maintenant que tu m'as vendu que mon podcast il allait être interrompu par des questions pour savoir si les gens ont bien compris, j'ai hâte de voir le produit. Alors, qu'est-ce que tu peux nous partager comme erreur dans la roadmap que vous avez suivie pour pas qu'on fasse la même? Alors, je dirais que l'erreur, la grosse erreur, il y en a plusieurs, mais je vais essayer d'être précise. Le fake it until you make it, c'est chouette. Mais concrètement, c'est de ne pas être suffisamment rapide et de ne pas avoir la vélocité comme ADN dès le départ dans l'entreprise, dans la culture d'entreprise, dans le produit, partout. C'est vraiment être dans l'action, tester très vite avant done is better than perfect, et pas vraiment se réfléchir, débattre pendant des mois et des mois. 3 mois, c'est déjà très long sur le marché dans lequel on est. Et donc, nous, je pense que parfois, on a pris trop de temps. On a été très lent, mais c'est aussi l'ADN historique du produit qui était un produit R&D au départ. Et donc, dans la culture d'entreprise, je dirais que la vélocité doit être au cœur de l'entreprise, et c'est quelque chose que je recommande fortement et qui, moi-même, aujourd'hui, depuis que j'ai pris mes fonctions de CEO, c'est quelque chose que j'essaye d'intégrer, en tout cas d'ajouter à l'ADN de l'entreprise. Okay. Donc, être trop lent, quoi. C'est aussi simple que ça, mais très rapidement, on peut se retrouver à être trop long, quoi, dans les actions. Ok. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager ? Je vais partager un retour que j'ai eu d'une enseignante qui m'a beaucoup touchée. Donc, première expérimentation avec la région Grand Est. Donc, on met à disposition la solution auprès de 100 enseignants. On fait cette journée de onboarding. J'ai un amphithéâtre avec des enseignants en présentiel et des enseignants à distance. Tout le monde se crée un compte, etc. Ils testent la solution. Ils font les petits malins et puis vont récupérer des PDF en ligne, etc. Et puis ils nous challenge pendant la présentation. Tout se passe super bien. J'ai une enseignante d'informatique qui vient me voir à la fin, qui m'attend et qui me dit Nejma, je voulais vous remercier parce que je suis rassurée. Elle a utilisé ce mot-là, je l'ai encore en tête. Je suis rassurée d'avoir une solution comme la vôtre pour mes dernières années de carrière, parce que je vais à la retraite. J'ai jamais pu réellement m'approprier des outils d'IA générative, des outils innovants, et je me sens tellement bien et tellement rassurée de pouvoir avoir cette chance-là avant de quitter en fait l'enseignement, parce que j'ai donné ma vie à l'enseignement. Ouais. Et franchement, ça m'a énormément touchée, parce que en tant qu'entrepreneur, on a des objectifs de résultats, on sait pourquoi on travaille dans l'éducation. Quand tu crées une EdTech, c'est un marché qui est extrêmement difficile.
tu le fais aussi parce que tu veux créer de l'impact et parce que ça a du sens. Et d'avoir ce retour d'une enseignante qui est en fin de carrière, et je me suis dit, OK, on est vraiment en train de créer de la valeur et surtout de répondre à cet enjeu d'accessibilité et de démocratisation d'une technologie autour de laquelle il y a énormément de fantasmes, qu'on va aussi diaboliser et parfois freiner justement l'adoption, alors qu'en réalité, cette enseignante-là... Alors justement, les freins que tu observes, les freins à l'adoption, on va dire les types aussi éventuellement de personnes qui s'y opposent le plus. Alors, ce que j'observe sur le marché, c'est que l'opposition, je la retrouve davantage dans les médias que sur le terrain. Donc, par exemple, en ce qui concerne les écrans, en ce qui concerne, il n'y a pas que l'IA, quand même, l'utilisation des écrans. Quand je lis les articles, j'ai l'impression que c'est extrêmement problématique et qu'il y a un pushback des enseignants. Et quand je suis sur le terrain, ce n'est pas ce que j'observe. Donc, je sais pas, j'ai un peu l'impression qu'il y a différentes tendances, qu'il y a forcément des oppositions et tu as forcément des enseignants qui sont contre le numérique, qui sont contre l'IA peut-être, etc. Mais comme t'en as qui sont pour, et c'est pas forcément la majorité qui sont contre, mais par contre, ils ont une voix qui est cristallisée et qui est mis... et qui résonne davantage aujourd'hui dans les médias. J'ai eu pour l'instant un enseignant sur toutes les interventions que j'ai pu faire. J'en ai fait énormément, avec beaucoup d'enseignants. Généralement, nous, on a quand même l'avantage d'avoir le aha moment et le wow moment, donc ça, c'est chouette. Mais j'ai un enseignant une fois qui m'a dit « Oh, vous êtes bien marrante, ma cocotte, mais moi, je corrige suffisamment assez de copies toute l'année. Je ne vais pas en plus me taper la correction d'une IA. » Donc, c'était la seule personne pendant une conférence qui m'a dit, qui m'a fait ce commentaire-là. Et puis, la première chose à faire, c'est de recevoir, en fait, le commentaire. Donc, je comprends. Et puis, qu'est-ce que vous avez testé ? J'ai testé ça, ça n'a pas fonctionné. Aussi admettre que la solution n'est pas forcément parfaite, qu'il y a des choses qu'on va améliorer. Et à la fin, en fait, il était content. Il m'a dit, OK, il est venu me voir, très bien, je vais réessayer. C'est vrai que quand je l'ai testé, ça ne fonctionnait pas très bien, mais si depuis que vous avez développé de nouvelles choses, peut-être que ça a changé. Donc même cette opposition-là, c'était plutôt une opposition pour se faire entendre, plus qu'une opposition réelle en fait à la technologie, qui est juste un média parmi tant d'autres. Ça remplace personne, c'est une solution pour soutenir. Et ça, quand ils l'ont compris, il n'y a pas vraiment d'opposition. Et surtout, on n'impose rien. D'accord. Alors, c'est quoi les prochaines étapes ? Les prochaines étapes. Prochaine étape, donc la culture d'entreprise, on en parlait. C'est vraiment de structurer une équipe qui va pouvoir avancer et répondre aux exigences à la fois du marché et à l'ambition aussi qu'on a pour l'entreprise. Et puis surtout, se déployer à l'échelle sur le territoire français et repartir ensuite sur les États-Unis pour vraiment... déployer la solution sur quelques territoires spécifiquement et la région LATAM. Donc là, on passe dans cette étape où on structure pour opérationnaliser et puis accélérer la croissance de l'entreprise. Ok. Et alors, est-ce que tu peux me suggérer un invité pour Data Driven 101 ? Qu'est-ce que tu aurais envie d'entendre ? Moi, j'ai envie d'entendre l'ancienne CTO d'OpenAI. L'ancienne CTO d'OpenAI. d'OpenAI, Mira, il me semble. D'accord. Tu nous fais une intro ? Alors, j'aimerais pouvoir... Écoute, franchement, ce serait chouette. Je trouverais ça génial. J'ai vu qu'elle avait quitté OpenAI récemment. Et je pense qu'elle a beaucoup à raconter. Ok. Femme brillante dans la tech, dans l'IA. Un nouveau projet. Donc, c'est la personne qui me vient à l'esprit. Bon, on a essayé plein de choses. Pas, donc on va essayer. Merci, Nejma. Merci à toi, merci Marc.